j'ai envoyé la candidature. Quand j'ai vu que j'étais retenue, je suis retournée à Nîmes et où je suis restée 3 jours. Je n'avais même pas encore les programmes du concours, à rêver, analyser chaque détail du site et du projet. Merci beaucoup. Et là, j'ai constaté que pour des raisons de sécurité, si on revient avant. C'est pour des raisons de sécurité ou autres que les fortifications qui existaient avant sur les parvis, là, les vestiges de fortifications, bon, je vais parler sans pointeur, vous allez comprendre quand même, avaient été recouverts, mais que les sites, donc, se situaient face à ces fortifications, et ça m'a paru une évidence, connaissant déjà le programme, puisqu'il était stipulé dans les règlements de concours, qu'il y avait un jardin archéologique derrière le musée. Ça m'a paru une évidence, c'est la première idée qui a jailli et qu'il fallait souligner, c'était vraiment la continuité totale entre les vestiges, les traces, les tracés des fortifications sur les parvis des arènes et la continuité avec les véritables fortifications que nous allons retrouver par la suite, nous allions retrouver dans le jardin. Donc ouvrir une rue, une large rue très généreuse, ça m'a paru une évidence. En plus, cette idée d'ouvrir une rue rejoint toutes mes idées, toute ma conception, la base même de mes projets d'architecture, qui est de faire une œuvre ouverte. Une architecture ouverte, traversante, non hiératique, non solennelle, une architecture pour la ville et pour les habitants. Donc, cette ouverture, non seulement rendait possible de relier les parvis, les fortifications de parvis à celles des arènes, mais créer une large ouverture qui était une invitation à venir découvrir le jardin archéologique qui est là, et aussi à pénétrer les musées, découvrir les musées. Mais je n'avais pas encore reçu le programme, donc lors des premières esquisses, je levais déjà la rue. La deuxième idée évidente, c'était qu'en dialoguant avec, pour établir un dialogue avec les arènes, c'était extrêmement difficile, un défi difficile à relever. Et comment établir cette relation, comment établir un dialogue juste avec les arènes. Donc, j'ai beaucoup analysé les lignes des forces de l'un et de l'autre. Là, je vous montre juste rapidement un petit déroulé de photos que j'ai faites moi-même depuis l'hôtel Le Cheval Blanc. Au même moment du jour, disons pratiquement le lever du jour, premier rayon du soleil, du début jusqu'à la fin du chantier. Et donc, une fois, on avance. Et donc, ce qui était important, c'était justement d'établir cette relation très vite, très forte entre les deux. Et l'idée de lévitation, de légèreté, m'a paru être très importante. Et l'idée, c'était demandé dans le concours qu'il s'agisse vraiment d'un musée contemporain face aux arènes. Un musée contemporain, donc je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire vraiment, quelle était l'essence même de l'architecture contemporaine. L'essence pour moi de l'architecture contemporaine, c'est la lévitation. C'est quand même l'allègement qui a rendu possible donc de créer des porte-à-faux, c'est l'avancée technologique qui a qui a rendu possible l'allègement, la possibilité de faire des structures légères, d'écrire des porte-à-faux. Et donc, toute cette légèreté, je voulais que l'architecture exprime l'essence même de l'architecture contemporaine, c'est-à-dire la lévitation. D'où l'idée de la toge, une toge légère, des verres. Je ne savais pas encore au départ comment elle le serait. Et en étudiant bien et étant donné les contraintes sismiques, c'est l'idée d'avoir des lames, des verres qui font 1,50 m, comme vous voyez sur le
la partie des façades visibles. Il faut mettre 50 de large, monter sur une structure très fine qui formerait ces ondulations et qui ferait comme un voile qui s'enroule, qui se déroule avec tous ces plis, ces plissés, ces ondulations qui se déroulent. Ou parfois, quand je regarde aussi la surface de la mer, je me demande si ces reflets que nous voyons sur ces vagues qui ont bercé toujours mon enfance quotidiennement, si ça n'a pas été aussi une source possible d'inspiration, qui sais-je. Et donc là, on voit bien à la fois la relation avec les arènes, cette lévitation, et la ville qui pénètre. Pour moi, un musée, ce n'est pas un bâtiment qui doit être hiératique. Pour moi, c'est un bâtiment qui doit être construit sans socle, pas sur un socle, pas sur des marches. On doit pénétrer, faire que le sol, l'espace public pénètre. Donc ici, non seulement ce sont les vestiges des fortifications qui pénètrent, et que grâce à cette ouverture de la rue, on est invité à découvrir le jardin, on voit la lumière du jardin au fond, mais aussi ça crée une grande intimité parce que c'est la ville même qui pénètre dans le musée. On est au niveau de la ville, c'est l'espace urbain, c'est le sol même d'espace urbain qui pénètre. Et ensuite, j'avais évidemment, quand j'ai développé le projet, reçu les programmes où c'était demandé clairement que toute la muséographie soit construite, les 3 périodes, que ce soit la période pré-romaine ou la période romaine ou post-romaine, les 3 périodes sont organisées autour des vestiges donc de la source, les frontons que vous avez vus dans la rue intérieure. Et donc, j'ai fait ces déroulés de la muséographie tout autour des vestiges de la source et où on apprend, en visitant les musées, comment la source a été vécue lors de la période gauloise, comment elle était vécue par le romain et par la suite. Et donc déjà dans la Fontaine. Donc toute l'architecture du bâtiment, son cœur, a été organisée autour de ces squelettes qui est l'atrium avec les vestiges des propylées qui sont installés à 17 mètres de haut. Et une autre idée importante, c'est, comme je parlais d'œuvres vertes, mon travail est basé aussi sur une idée d'absence de limites, où, pour alléger encore les bâtiments, l'idée, c'est que les bâtiments sont tellement publics, il appartient tellement à la ville, que on laisse la ville pénétrer depuis les bâtiments, comme on verra, les intérieurs. Depuis les intérieurs, on voit aussi la ville, mais à chaque fois, on se sent dans la ville qui pénètre, et il y a une abolition totale des frontières, des limites claires et nettes entre la ville, l'extérieur, les bâtiments et l'extérieur, la ville et l'architecture. Les bâtiments, il n'est pas posé, ce n'est pas une sculpture posée, ce n'est pas un objet posé sur la ville. La ville vit dans les bâtiments et les habitants s'en approprient. Cette image ici, je la laisse même un certain temps. Merci beaucoup. Parce qu'elle exprime aussi, c'est la limite de la rue où on voit l'interpénétration de ces côtés du jardin dans la rue intérieure. Et par les panneaux que j'ai mis d'inox poli, les jardins se reflètent dans cette partie du bâtiment. Et là, je vous invite à vivre un moment, de vous installer là-bas et de voir les sensations que vous avez dans cette partie du bâtiment, où on est à la fois dans les musées, dans les jardins. Notre corps ne connaît plus la notion des limites de notre propre corps, de notre perception du bâtiment, du jardin, du musée. Et ça, je pense, c'est une expérience que j'ai voulu faire, que tout le monde fasse
en visitant le musée, de sentir cette absence des limites, comment on est en plein taoïsme dans la circulation entre tous les éléments de l'univers et de notre corps. Et c'est un moment qui, pour moi, est l'un des moments fondamentaux de mon travail et de ces musées. C'est cette dématérialisation de l'architecture comme elle est bien retracée ici. Un autre aspect ici de l'atrium, avec les colonnes qui appartenaient donc au sanctuaire de la source et les propylées. L'idée aussi, c'était, et là on voit cette interrelation, donc comment les vestiges des fortifications augustiennes pénètrent aussi dans la rue, où tout est en relation, en interrelation, et comment le musée appartient au site et comment les sites pénètrent et appartiennent au musée. Et on ne peut pas fixer les limites claires, peut-être précises de l'un de l'autre, où tout est vraiment dans une relation très profonde. La façade en soi, aussi, elle participe à ces sensations, où à chaque moment du jour et de la nuit, des saisons, elle change d'aspect, de reflet. Et par son côté à la fois diaphane et translucide, elle apporte aussi cette légèreté. Et je dis souvent que c'est une œuvre dans une œuvre parce qu'elle change à tout moment, aussi en interaction totale avec la nature, avec les ciels et les reflets des jours, des nuits. Et en plus avec les reflets de ces bâtiments où nous sommes, qui contribuent non seulement à souligner l'existence seule du musée par disparition, mais aussi à disparaître soi-même, mais à faire exister le musée. Là, l'escalier annonce déjà une autre chose que je voulais aussi, c'est le fait que le musée appartient à la ville et qu'on soit vraiment dans un univers d'ascension, c'est-à-dire c'est la ville qui monte, on est invité à monter, mais la ville monte aussi par cette rampe. Et toute la muséographie, cette scénographie est déjà une invitation en soi, à la regarder, mais surtout à la vivre, une expérience à vivre, à la monter, à la pratiquer. Et peut-être un peu trop séduisante, mais c'était le but, c'était de séduire justement et d'inviter à ce qu'on vienne la pratiquer, à la découvrir, et à découvrir surtout parce qu'on devine la première scénographie, qui est justement l'une de la première introduction, les grands panneaux d'introduction, mais aussi la première boîte de savoir. Donc on devine, ça attire la curiosité, et on monte, on découvre, on est dans les musées. Là, on voit en coupe où nous sommes, disons, l'étage sous-jardin, avec donc l'auditorium, les foyers ici, et, en haut l'escalier, la grande salle d'exposition temporaire, et en haut la salle VIP et les restaurants où nous avons déjeuné. Et là, c'est le début de la muséographie, où aussi cette notion d'absence des limites a été créée, a été mise au service du programme scientifique établi par Dominique Darde, qu'on essaie non seulement de respecter, mais de travailler ensemble dans une relation extrêmement forte, au départ quotidienne avec moi, ensuite quasi quotidienne avec mes équipes, où toute cette idée de transparence, de liberté, d'absence de limites, tout en respectant les parcours chronologiques, a été respectée. Les parcours est ponctué par les boîtes de savoir, ces grandes boîtes blanches lumineuses. Je suis partie du principe que la lumière, la connaissance, c'est la lumière.
Et donc, l'entrée de chaque période, grande période, on passe par cette boîte en chicane qui explique, qui fait une introduction légère sur ce que nous allons découvrir dans la grande période qui va s'en suivre. Et ensuite, il y a toutes les séquences relatives à ces grandes périodes et une grande diversité d'espaces, des typologies d'espaces, en allant des plus intimistes bas, des doubles hauteurs, et toujours dans cette idée d'ouverture la plus totale, des libertés, une extrême relation totale aussi avec l'extérieur, des cadrages de vue, que ce soit sur les arènes, quand on est dans la vue dans la séquence de l'architecture monumentale, ou quand on est dans d'autres séquences aussi, sur les jardins, quand nous parlons de l'agriculture domestique, on est justement dans la limite des remparts. Donc on est toujours dans une relation, quand on est dans le musée, on est en relation aussi avec la ville, et quand on est dans la ville, on est dans une relation totale avec le musée. Et j'ai parlé des parcours ascensionnels. Ici, tous les musées étaient, la muséographie était installée par un système de rampes où nous montons. Ici, nous voyons donc la mosaïque des Pantées. Et donc, on monte très doucement par des pentes très douces. On arrive dans la mezzanine. Par la suite, on redescend. Donc, toute cette diversité des typologies d'espace, de volumes, parfois grandioses, parfois petits, mais il y avait une intention très forte, malgré la diversité typologique, qui était de proportionner toujours aux visiteurs une grande intimité avec chacune des œuvres. Aucune œuvre est présentée des modes hiératiques, solennels, de la même manière que le musée n'est pas solennel. C'est un musée fait pour la ville, pour les habitants, pour les visiteurs, pour mettre en valeur les pièces magnifiques des collections. Et nous vivons toujours dans une relation totale de proximité et sans aussi qu'il y ait une limite entre nous et l'œuvre que nous regardons. Là, nous sommes dans le jardin, où il y a une particularité. Ici, nous voyons bien, nous sommes à l'étage le plus bas. Comme dans toutes les villes du monde, les strates se superposent. Ici, la muséographie est donc conçue autour des trois périodes, pré-romaine, romaine et post-romaine. Ici, nous sommes dans la période gauloise, pré-romaine, où les Volsques pratiquaient déjà, et on voit des reconstitutions d'ailleurs dans la salle du musée, ces espèces de tressages pour créer des terrassements. Donc ici, on a reconstitué, ce sont les jardins, où il n'y avait que des plantes natives existantes à cette période qui ont été implantées ici, qui ont été plantées plutôt. Et il en manque, nous sommes en hiver, il y a certaines qui sont en friche, mais nous sommes dans la zone vraiment gauloise. Au strate moyen, nous sommes au strate des fortifications romaines. Donc nous avons les espèces végétales qui ont été introduites par les Romains. Et au strate supérieur, plus haut, au niveau de la rue du Crau, nous avons les strates, les espèces végétales qui ont été introduites par la suite, disons, après le Moyen-Âge. Et ces jardins étaient conçus par Régis Guignard, qui est un grand partenaire qui travaille, avec qui nous avons l'habitude de travailler dans un dialogue très profond. Et donc, ces projets est très cohérent dans sa proposition muséographique, architecturale et paysagère, puisque à chaque étape, nous avons cherché à faire en sorte que ce soit toujours la même idée des bases, qui soit déclinée de différentes manières, mais que ce soit les fils directeurs à la fois du jardin, de la muséographie et du bâtiment.
Donc, certains m'ont dit qu'ils sentent cette cohérence, dont Yves Dauge tout à l'heure. Et ça me fait plaisir de voir que cet objectif qui était recherché initialement a été atteint. Ici, nous sommes dans le monde, l'univers des religions. Et on voit toujours cette diversité de typologies spatiales. Et les mondes des religions, des esprits, est représenté donc dans ces bâtiments bleus, où notre corps aussi, on peut élever, parce qu'on démarre à une hauteur de 2 mètres et quelques, et ça finit avec une hauteur des 5 mètres 50. Et tout participe volumétriquement à cette sensation, à produire des sensations avec nos corps qui dépassent une simple visite contemplative, mais qu'on soit toujours dans une relation à la fois intellectuelle, corporelle et émotive, émotionnelle avec les œuvres. Parce que je suis persuadée qu'évidemment la pédagogie est nécessaire, on apprend, mais que c'est par le plaisir et par les sensations que nous pouvons vraiment s'imprégner d'idées et comprendre et sentir et comprendre et apprécier les œuvres. Et tous les musées étaient vécus, a été conçu pour produire ces expériences, disons, sensorielles d'un mode assez fort et appuyé. Là, nous arrivons à l'étage où nous avons déjeuné tout à l'heure, avec ces jardins, d'ailleurs, qui est cette forme qui est un peu en hommage à Niemeyer, avec ces formes que certains reconnaîtront, en béton blanc. Donc, comme on n'est plus dans l'espace du musée, je me suis permis un petit clin d'œil à mes inspirations premières. Et là, ce n'était pas prévu au programme, mais quand j'ai compris que depuis la terrasse, nous verrions les origines même des Nîmes, de la Nîmes romaine, c'est-à-dire la Tourmagne, ça m'a paru une évidence qu'il fallait faire une terrasse belvédère sur la ville, qui est devenue cette place publique aussi, qui est visitable par les publics à toute heure et gratuitement. Cette grande place publique qui permet de découvrir toute l'histoire des Nîmes d'un seul clin d'œil. Et donc a été réalisé par la suite. La ville a adopté cette idée et j'ai pu réaliser donc cette terrasse que vous connaissez tous. L'éclairage des nuits, je voulais quelque chose de très doux, après me suggérer qui accentue les ombres, les lumières et les vagues, et qui soit un message de paix. Un message de paix, de la même manière que les arènes sont un lieu de force et de combat. Un musée, l'histoire, ça doit être une leçon de vie, un lieu où nous tirons des leçons, nous apprenons sur notre passé et sur l'histoire à nous situer dans les mondes, actuels, afin de mieux construire l'avenir. Et donc, je voulais surtout que ces musées soient, par son éclairage nocturne, soient aussi un message de paix et de calme, et donc par un éclairage très doux et discret, et pas sans les effets chromatiques qu'on trouve habituellement dans les musées. Je ne vais pas parler de la transparence du rez-de-chaussée, qu'on voit bien des jours et des nuits. Ça participe à cette idée de lévitation et de légèreté, mais je pense que ça, tout le monde avait déjà compris. Dans la table ronde. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il me revient donc d'animer cette table ronde intitulée Patrimoine et crin de la modernité. Alors, je voudrais d'abord évidemment remercier Cides et Cités de la confiance renouvelée qu'ils me manifestent en me proposant
de modérer cette table ronde, mais je voudrais surtout exprimer une forte gratitude parce que je considère que la charge de cette table ronde précisément est un formidable cadeau pour moi parce qu'elle me donne l'occasion de revenir une nouvelle fois et de développer avec des élus, avec des architectes, un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui me paraît d'ailleurs central dans la réflexion sur le patrimoine qui doit se développer aujourd'hui et qui est la relation du patrimoine à la modernité. Je considère, je le redis aujourd'hui, que vouloir opposer, comme on le fait très souvent, et comme par exemple les structures administratives dans notre pays le font, vouloir opposer patrimoine à modernité, ou à création, c'est à la fois un contresens culturel profond, parce que c'est oublier que tout ce qui est patrimoine aujourd'hui a été création un jour, et que tout ce qui est création aujourd'hui sera patrimoine demain. Madame, je pense que vous êtes consciente du fait que le musée que vous venez de nous présenter et qui nous accueille aujourd'hui est appelé, placé comme il est, avec les collections qu'il renferme, à être en soi un élément patrimonial, en quelque sorte un monument historique dès sa création, dès son inauguration. Et donc un contresens culturel et surtout un très grand danger, parce que évidemment cet antagonisme m'a toujours semblé revêtir le patrimoine, et d'ailleurs celles et ceux qui l'animent, qui le défendent, d'une couche de poussière un peu épaisse. Le patrimoine, c'est le passé, mais l'avenir, ça se construit ailleurs. Ça se passe autrement. Et ça, c'est très, très dangereux, parce que ça me paraît compromettre les chances de transmission du patrimoine aux plus jeunes générations. Et Dieu sait qu'aujourd'hui déjà, la transmission du sentiment historique, du sentiment artistique en direction des jeunes générations, c'est difficile. Et donc cela menace ou risque de menacer la transmission, et cela risque aussi de menacer du même coup le consentement du plus grand nombre à l'effort financier, bien sûr, mais aussi à l'effort intellectuel, à l'effort technique que représente la conservation, l'entretien et la transmission du patrimoine. Bon, je ne veux pas faire de rapprochement facile avec l'actualité, mais on voit que tout à coup, le thème du consentement à l'impôt, qu'on croyait loin de nous dans le débat public depuis longtemps, émerge, et avec une force inattendue. Et au fond, le consentement à l'effort patrimonial, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Nous nous félicitons de ce que, pour les journées européennes du patrimoine, par exemple, des millions et des millions de visiteurs viennent dans les monuments, mais est-ce que ça durera toujours ? Ce sentiment patrimonial, évidemment, il faut l'entretenir. Et une façon de l'entretenir m'a toujours paru être de souligner combien entretenir, faire vivre le patrimoine, l'enrichir, ce n'est pas seulement sacrifier à une espèce de culte plus ou moins nostalgique d'un passé enfui, mais c'est au contraire investir pour l'avenir et contribuer à la transformation positive de la société. Voilà. Et donc, ce sont ces thèmes que je voudrais que cette table ronde éclaire, parce que justement, les débats qui ont eu lieu ces derniers mois autour des textes législatifs importants qui ont été votés successivement, comme
la loi dite liberté de création, architecture et patrimoine, puis la loi Elan, dont l'acronyme tout d'un coup, dont le développement de l'acronyme m'échappe. Mais en tout cas, ces débats-là ont montré que justement, à tout moment, on a eu l'air de vouloir rappeler ou de vouloir imposer l'idée que si on veut moderniser le cadre de vie, si l'on veut répondre correctement aux besoins légitimes de logement, d'équipement collectif, d'énergie renouvelable de nos compatriotes, cela passe nécessairement par un amoindrissement de la prise en compte du patrimoine. Et je pense que les personnalités qui m'entourent dans cette table ronde vont pouvoir justement montrer qu'il n'y a pas nécessairement d'opposition et vont nous donner des exemples concrets dans lesquels la prise en compte des réalités du patrimoine permet justement d'asseoir le renouvellement d'un territoire, le renouvellement d'une collectivité. Donc, c'est l'expérience d'Elisabeth de Portzamparc qu'elle vient de commencer justement à développer parce que, bon, implanter un musée du XXIe siècle au contact immédiat des arènes de Nîmes, c'était évidemment un défi qui a été brillamment relevé, je crois. Nous aurons le témoignage de Marie-Pierre Sicard-Desnuel aussi, qui, à Aix-en-Provence, a vécu des expériences semblables. Philippe Prost a, de son côté, par exemple, à l'Hôtel de la Monnaie à Paris, inséré un projet industriel et un projet culturel dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Il nous dira sans doute comment, à côté des créations plus contemporaines dont il est l'auteur. Et puis, nous aurons aussi le témoignage d'une élue gardoise, Madame la maire de Pont-Saint-Esprit. Et là encore, voir comment une collectivité, un territoire peut s'appuyer sur son patrimoine pour relever le défi de l'avenir. D'ailleurs, Madame la Peyronie, j'aimerais commencer par vous et que vous nous disiez comment, à Pont-Saint-Esprit, vous vous proposez de construire une démarche de modernité à partir du patrimoine. Vous avez aussi, au-delà de votre expérience locale, de votre mandat, une vision nationale de ces questions-là, puisque vous avez appartenu à de très nombreuses instances de réflexion sur le patrimoine et par conséquent, vous avez à la fois un pied, si j'ose dire familièrement, entre la dimension régionale et la dimension nationale. Donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'avais prévu une présentation, mais donc vous me donnez la parole. Merci beaucoup. Oui, Pont-Saint-Esprit, c'est à 1 heure d'ici, 1 heure en voiture, enfin, quand il n'y a pas de gilet jaune. Pont-Saint-Esprit est à la limite donc, nord du Gard. C'est une ville de 10 500 habitants aujourd'hui. Et j'ai l'honneur, effectivement, depuis une semaine, d'être la première magistrate de cette ville. Roger Castillon, qui est là, derrière nous, là, et on a été le maire depuis 2011. Et donc, notre équipe a été élue récemment, donc en 2011. C'est une ville chargée d'histoire, liée à Cluny, un site clunysien, avec 17 bâtiments inscrits ou classés au titre des MH, donc un passé historique important. Et effectivement, l'enjeu de toute notre équipe, quand on est arrivé aux affaires en 2011, c'était cette richesse patrimoniale extraordinaire, mais tombée en déshérence. On ne va pas refaire l'histoire de Pont-Saint-Esprit ici, il faut toujours regarder vers l'avenir. Et en faire un enjeu de renouvellement urbain pour ses habitants.
Vous avez parlé tout à l'heure des administrés, des compatriotes, mais effectivement, tous ici, et les élus en particulier, on est ici pour répondre aux problématiques de nos concitoyens et des habitants. Et chez nous, des spiripontins, parce que c'est comme ça qu'on les appelle à Pont-Saint-Esprit. Donc, voilà, c'est l'expression. Et c'est pas simple, mais dès notre arrivée aux affaires, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir M. Dauge à Pont-Saint-Esprit, qui nous a embarqués dans l'aventure du secteur sauvegardé. Et très vite, on s'est dit que le dispositif du PSMV serait une solution pour les enjeux patrimoniaux et urbains de la ville. Et donc, on est parti dans cette aventure. Et le périmètre du secteur sauvegardé a été approuvé en juillet 2013. Et le PSMV lui-même va passer en commission nationale l'an prochain. Effectivement, j'ai l'honneur de siéger dans cette commission nationale. Voilà. Donc ça, c'est pour la photographie un peu rapide de la ville. Mais un PSMV ne suffit pas. Il faut mettre en cohérence beaucoup d'actions et de dispositifs opérationnels d'enjeux urbains. Donc, en parallèle, nous avons lancé une OPA RU. Nous avons un site fortement dégradé aussi dans le centre ancien de Pont-Saint-Esprit. Mais avec une slide, on verrait mieux, parce que là, c'est un petit peu abstrait. Mais bon, et avec un dispositif ORI, avec un montage particulier. C'est pas grave. Avec un montage particulier avec l'ANA et l'EPF Occitanie, qui sont des partenaires précieux. Et voilà. Donc, pour faire court, parce que je vais laisser aussi la parole à mes collègues à côté. Mais c'était pour montrer, l'idée, c'est que même dans un secteur, une ville ancienne, avec un passé riche, historique, on peut arriver à créer une modernité avec des dispositifs d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de dispositifs en France. L'idée est de bien les utiliser, des outils précieux. Il faut bien les utiliser et les utiliser avec volontarisme, si j'ose dire. Parce que c'est vrai que sans volonté, on n'arrive pas à grand-chose. Voilà. Bien, est-ce que je peux, en attendant que les diapositives apparaissent, vous demander comment, bon, vous avez utilisé les outils d'aujourd'hui, mais comment vous-même et votre équipe, votre prédécesseur, que je salue, vous avez embarqué la population, comment vous avez obtenu l'adhésion de la population autour de cette démarche, et ce, malgré les contraintes que, évidemment, elle pouvait impliquer pour certains propriétaires, certains aménageurs. Alors, on l'a embarqué. Enfin, c'est un combat quotidien. C'est un combat tous les jours parce qu'effectivement, il faut faire preuve beaucoup de pédagogie pour. Voilà, on voit les secteurs là pour dire à nos concitoyens qu'il y a des aides. Donc, il y avait l'aspect coercitif, bien sûr, de tous ces dispositifs, mais aussi l'aspect incitatif, avec un montage avec l'ANA de cette OPA qui injecte, qui aide beaucoup les administrés à requalifier leur logement, en particulier les logements insalubres. Voilà. Donc là, vous avez à droite la superposition de plusieurs dispositifs. Dans la partie grise, le secteur, le centre ancien en particulier, et le QPV. Nous sommes en commune entrante, en quartier politique de la ville aussi depuis 2015. Donc c'est le périmètre en gris. Autour, vous avez le périmètre de l'aide aux façades, une aide aussi au commerce, pour revitaliser le centre ancien, pour aider les commerces à s'y installer. Donc tout un faisceau de dispositifs qui convergent dans le même sens, c'est-à-dire une cohérence des dispositifs pour aider à la revitalisation de ce centre ancien qui est un phénomène à l'échelle nationale. Mais voilà, plutôt que de s'apitoyer, on a essayé de prendre tous les dispositifs qui étaient à notre disposition. Voilà, donc on connaît tous la mousse. Et ben nous, on a essayé de faire la MOUP, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre urbaine et patrimoniale, que le patrimoine historique de Pont-Saint-Esprit
ce joyau historique qu'il faut préserver devienne l'élément moteur de l'attractivité urbaine de notre ville et du territoire, puisque Pont-Saint-Esprit fait partie de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et on est la deuxième ville. Donc c'est la porte d'entrée de la région Occitanie, puisque vous traversez le Rhône et vous arrivez dans une autre région. La nécessité aussi d'une gouvernance, ça peut marcher que si il y a en interne des services municipaux, il y a une cohérence des actions, c'est-à-dire embaucher des personnes aussi qui sont capables de faire marcher tout ça, avoir vraiment des liens forts avec l'agglomération du Gard rhodanien et des partenaires privilégiés à l'échelle régionale et nationale, donc comme l'ANA et l'EPF Occitanie. Voilà, je fais court parce que donc vous avez là tous les processus. Et l'usager, le citoyen est au cœur des dispositifs, c'est important. Sinon, on n'a aucune crédibilité à faire tout ça. Voilà. Et je crois que non, mais il y a d'autres. Voilà. Je suis très frappé. C'est un lieu commun par le fait qu'aucun des dispositifs que vous avez cumulés, aucun n'a la même délimitation. Et comment justement cette information-là arrive-t-elle à passer auprès du public? La carte de droite est quand même extrêmement révélatrice parce qu'elle crée finalement autant de zones différentes avec des dispositifs à géométrie variable. Et en plus, cette géométrie variable, elle est dans le temps, elle peut varier. Parce que justement, typiquement, l'opération façade qui est portée à 100% par la commune, rénovation des façades, on s'est rendu compte que sur l'axe stratégique qui est au sud, une avenue qu'on est en train de requalifier, ces maisons, ces habitations n'en faisaient pas partie, donc on l'a modifié au fil du temps pour répondre aussi aux attentes des habitants. C'est de la pédagogie et puis c'est avoir en plein cœur de la ville un bâtiment avec l'opérateur qui nous suit, l'OPA Urbanis, un architecte conseil et des services qui répondent au quotidien aux habitants. Puisque comme vous le dites, ça peut paraître d'emblée compliqué. On essaie de répondre au mieux. Merci de ce témoignage. Alors, je vais rendre maintenant la parole à un architecte, Philippe Prost. Voulez-vous nous donner votre témoignage? Oui, merci beaucoup, cher Philippe Bellaval. Alors, j'ai prévu un peu quelques images, peut-être pour illustrer le propos. Ça permet toujours de dire les choses plus simplement. En tout cas, moi, je vois le patrimoine comme une œuvre source, c'est-à-dire comme une matière première du projet. Et je pense que cette œuvre source, ça exprime aussi l'idée d'une œuvre ouverte, pas tout à fait au sens où l'a expliqué Elisabeth de Porzenparc. Je lui donnerai un autre sens dans la foulée d'Umberto Eco, c'est-à-dire d'une œuvre à plusieurs mains, c'est-à-dire d'une œuvre ouverte que génération après génération on réinterprète et sur laquelle on retravaille. Évidemment, si on n'a pas l'amour de cette œuvre ouverte, on peut la défigurer. Mais à partir du moment où la culture architecturale, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est très important à transmettre dans les écoles d'architecture, la culture architecturale sans aucune exclusive, c'est-à-dire une culture architecturale qui remonte au-delà du XXe siècle, eh bien cette culture architecturale, elle anime la pensée créatrice. Alors là, j'ai pris un site qui se trouve dans les Hauts-de-France, dans le bassin minier. Et le bassin minier a la particularité d'avoir été classé au patrimoine mondial en tant que patrimoine culturel, évolutif et vivant. Et je pense que cette manière de qualifier ce patrimoine mondial dans ce classement est extrêmement intéressante parce que ça veut dire que d'entrée de jeu, compte tenu de la dimension territoriale de ce site, eh bien, qui représente plusieurs dizaines de kilomètres et plusieurs centaines de milliers, voire peut-être même 1 million d'habitants, eh bien, on ne peut pas imaginer que le patrimoine soit une mise sous cloche. Et donc, partant de ce principe, dans cette cité des électriciens, paradoxalement, j'ai choisi d'utiliser une analogie de forme et de matériaux, une forme de réinterprétation du patrimoine existant. Et vous en voyez ici l'expression, c'est un centre d'interprétation du paysage et de l'habitat minier qui se trouve dans cette cité.
et où j'ai utilisé le même matériau que ces cités, c'est-à-dire l'argile. L'argile, mais l'argile la plus noble dont on fait sur les toitures des plus beaux monuments historiques, de la tuile vernissée. C'est-à-dire que j'ai choisi d'offrir le meilleur et le plus prestigieux à ce centre qui va parler d'une histoire passée, celle du bassin minier, dans un territoire qui a été profondément marqué par l'industrie, qui s'en relève difficilement, et j'ai choisi de donner le meilleur. On peut passer la suivante. Voilà un Schwarzplan, comme on dit, c'est-à-dire dans le jargon, vous voyez un plan en noir et blanc. Vous voyez ces petites formes rondes, c'est ce qu'on appelle des terris, c'est le produit de l'extraction du charbon. Et vous voyez autour toutes ces cités qui sont chacune à leur manière des formes urbaines, des typologies extrêmement particulières. Et vous voyez la petite cité sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, qui s'appelle la Cité des électriciens, qui est une des 5 cités pilotes qui a été protégée dans le cadre du classement au patrimoine mondial, et qui a une particularité, une autre, et là aussi on retrouve des croisements. Elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et voilà le plan. Alors oui, malheureusement, il ne passe pas très bien, mais ce n'est pas très grave, puisque c'est juste une histoire de couleurs, de rouge et de noir. Le noir, c'est ce qui existe, et le rouge, c'est toutes les interventions à l'intérieur des bâtiments existants, comme la création de ce bâtiment neuf que vous voyez en partie gauche de l'image, en bas, qui, ce bâtiment, est implanté sur la trace d'un ancien bâtiment qui a été démoli purement et simplement à un moment de régression de l'exploitation minière. Et voilà la cité dans quel état elle se trouvait au moment où j'ai été choisi pour mener cette opération. C'est une des plus anciennes cités, pour ne pas dire la plus ancienne, elle date de 1860. Et c'est une forme d'architecture et d'urbanisme qui provient de l'univers de l'architecture rurale et agricole. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que les typologies nouvelles adoptent au démarrage des typologies anciennes préexistantes. Donc là, on est typiquement face à cela et on découvre tout un vocabulaire, et c'est ça qui me fascine, le carin, la voyette, et j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire une langue spécifique qui parle d'un patrimoine architectural que, en bon parisien que je suis, je ne connaissais pas avant de venir planter mes piquets là-bas pour y travailler. Donc une langue spécifique, on parle beaucoup aujourd'hui de la disparition des langues qui s'opère, eh bien la langue spécifique du patrimoine, elle aussi, il faut l'entretenir et la faire vivre. Voilà aujourd'hui l'état de la cité, après sa remise en état, si je puis faire cette redondance. Vous voyez que ces bâtiments ont repris un peu allure, et vous voyez qu'ici, le bâtiment neuf qui s'implante à l'entrée de cette cité. Le but, ce n'était pas de faire une réserve d'Indiens, donc ici, on va parler du paysage, et dans le barreau central, c'est un autre terme, le barreau, pas celui des avocats, mais celui des cités minières, dans le barreau central, va prendre place un centre d'interprétation sur l'habitat minier, c'est-à-dire l'évolution de l'habitat minier depuis 1860 jusqu'à la fin des charbonnages de France. Et là, voilà le rapport que je mets entre ce patrimoine qui est une source d'inspiration, une source de réflexion aussi environnementale. Sur cette opération, on a eu l'occasion de travailler avec EDF dans le cadre de son concours bas carbone et d'y être primé, parce qu'on s'est intéressé à l'analyse matérielle de ces corons, dans leur construction, quels sont les matériaux employés, et on en a donné une transcription en forme et en volume, mais en changeant la matérialité, c'est-à-dire en utilisant le bois, en utilisant l'argile, et en créant un bâtiment qui consomme 2 fois moins de matériaux et qui pèse 2 fois moins lourd, 2000 tonnes, 1000 tonnes, non, 200 tonnes, 100 tonnes, pardon, et donc d'avoir un bâtiment beaucoup plus léger, mais beaucoup plus pérenne, et qui travaille uniquement avec des matériaux renouvelables et qui n'induit pas de consommation énergétique. Donc, je ne développerai pas, ça serait trop long, mais voilà le type d'approche. Je crois qu'il y a une image après, voilà. Et à l'intérieur, je me suis amusé à ce petit jeu qui consiste à mettre comme accueil dans le centre d'interprétation une des 2 échelles. Là, c'est le carin. Donc le carin, c'est une petite maison qu'avaient les mineurs, dans lesquels ils pouvaient élever des lapins, dans lesquels ils pouvaient nettoyer leur linge, dans lesquels ils pouvaient stocker des outils de jardin. Et vous voyez que l'échelle de ces bâtiments qui s'emboîtent les uns dans les autres, c'est tout à fait surprenant. Et ça permettra, je pense, aux visiteurs, ça doit ouvrir en mai 2019, de comprendre cet emboîtement des formes, emboîtement des échelles. Voilà, et toute la déclinaison avec tout un travail sur les jardins, la reprise des structures jardinées anciennes, et avec cette déclinaison en quelque sorte du bâtiment originel, de son expression réduite à très peu de choses, uniquement avec des pièces de charpente, et de sa réécriture ou réinterprétation contemporaine. Donc, le patrimoine, pour moi, c'est vraiment
une œuvre source, c'est une œuvre en même temps ouverte parce que c'est comme une œuvre qu'on décrirait successivement à travers les générations. Et les architectes, je pense, ont une forme de responsabilité dans la manière de trouver l'écriture qui va être en combinaison, en relation, à la fois non immédiate, il ne s'agit pas de faire du pastiche ou de faire du mimétisme, mais dans une forme de relation à la fois volumétrique, formelle, matérielle, qui permet à cette greffe, finalement, de prendre et de ne pas provoquer de rejet. Voilà un peu ce petit coup de projecteur que je pouvais donner sur cette approche. Après, juste pour répondre à l'invitation de Philippe Bellaval, ici, c'est le projet que j'ai mené à la Monnaie de Paris, et je vais être très rapide, et très rapide sur ce sujet. C'est juste pour vous montrer que le choix de l'écriture architecturale des façades, là, est fait en fonction de ce qui est utilisé, ce qui est fabriqué sur place. C'est l'atelier central d'outillage et de gravure, c'est 1400 mètres carrés de bâtiments neufs construits dans le site. Le site, vous le connaissez peut-être pour certains d'entre vous, c'est sur le bord de la Seine, en face du Louvre, à côté du Pont Neuf. C'est une emprise monumentale. Et vous avez ici un magnifique tableau qui représente la Monnaie de Paris sur la gauche, avant les travaux, vous voyez, d'aménagement des berges, mais avant ceux de Pompidou, hein, avant ceux du 19e aussi. Donc vous voyez qu'à l'époque, les bêtes allaient à l'eau, que c'est un endroit où la Seine est très peu profonde. Et vous voyez ce bâtiment de pierre. Donc c'est une symphonie à la stéréotomie, c'est le maximum de l'art de la taille de pierre par Jacques-Denis Antoine, qui est un très grand architecte, injustement méconnu et un peu tenu sous le secret par Étienne-Louis Boulet et Claude-Nicolas Ledoux, deux géants de l'architecture. Mais je pense que bientôt, la Bibliothèque nationale de France et la Monnaie de Paris envisagent de faire une grande exposition, donc je pense qu'il lui sera rendu hommage. Et toujours, l'architecture a pris place sur la monnaie. Ici, c'est une monnaie de l'époque de Philippe Auguste, et vous voyez donc le plan du château de Philippe Auguste, à savoir le Louvre, tout simplement, avec le dessin de son donjon au centre. Et c'est la fabrication sur place qui m'a inspiré la manière de procéder à cette greffe. C'est ce qu'on appelle, ça peut vous sembler bizarre, mais des planches. Des planches, ce sont des panneaux de métal dans lesquels sont débités ce qu'on appelle des flancs, c'est-à-dire des ronds de métal qui vont ensuite eux-mêmes être frappés pour faire des monnaies ou des médailles. Et c'est cet élément, en visitant les ateliers au moment du concours, qui m'a fait penser que la meilleure écriture architecturale, parce que la question de la greffe architecturale et de son écriture était posée, et de sa matérialité, béton, verre, bois, que sais-je encore, eh bien, je me suis dit que finalement, la meilleure greffe à faire, c'est de parler du travail des hommes à l'intérieur de ces ateliers, c'est-à-dire d'en donner une transcription, une écriture d'aujourd'hui, mais en même temps en parlant des métiers qui se déroulent à l'intérieur. C'est ce que, alors là pareil, un plan en noir et rouge, désolé pour la pixelisation. Vous voyez donc une multiplicité d'interventions. Le petit bâtiment dont je vous parle est sur la droite, c'est ce petit pentagone irrégulier qui vient se nicher entre deux corps de bâtiments néoclassiques, entre l'hôtel de Jacques-Denis Antoine et un peu plus haut l'hôtel de Jules Hardouin-Mansart, rien que ça. Donc c'est un voisinage extrêmement agréable, extrêmement prestigieux. Et voilà l'habillage que cela donne avec ce thème qui ne doit rien à prouver, même si j'aime beaucoup l'architecture de prouver, comme sans doute tous ici, qui ne doit rien à prouver, mais qui doit tout au travail qui se déroule à l'intérieur. Voilà la vision d'un atelier. Et voilà, à la fin, la vision d'une table de graveur qui se trouve évidemment dans les derniers étages, même si vous le voyez, c'est un peu comme dans le domaine artistique. Aujourd'hui, la lumière naturelle du Nord a été suppléée par la lumière artificielle beaucoup plus puissante et beaucoup plus commode pour le travail de ces artistes graveurs. Voilà donc le rapport, une photo de chantier où on voit le rapport entre les façades qui sont en train d'être restaurées et ce bâtiment neuf, la pierre qui est en majesté dans tout le bâtiment et le métal qui apparaît comme l'expression même des métiers qui se déroulent. Philippe Bellaval l'a dit, c'est toujours un site industriel en plein cœur de Paris, c'est le dernier, c'est très impressionnant que cette activité puisse se maintenir là, mais c'est sans doute extrêmement important. Voilà, je vais peut-être rester là. Merci beaucoup Philippe Prost pour ce double exemple très, très parlant. Donc je reviens vers Elisabeth de Portzamparc pour
nous livrer son témoignage et peut-être prendre un peu de hauteur et de distance par rapport au projet Nîmois, une réflexion plus générale peut-être. Oui, c'est très intéressant de parler d'œuvres vertes, dans le sens, évidemment, d'Umberto Eco. D'ailleurs, je me suis mal exprimée tout à l'heure. Un musée qui rend possible la proximité et l'apprentissage des œuvres et l'interaction des œuvres, où on n'est plus dans la contemplation, c'est ça la relation, parce que l'être sort transformé et va continuer l'œuvre ailleurs, individuellement, ou par la transmission de tout ce qui vient d'apprendre lui-même et de comprendre. C'était ça dans le sens de l'interaction profonde des transformations avec les œuvres. Et là, c'est très intéressant parce qu'on reste quand même dans l'origine, même l'origine de l'habitat, l'origine du patrimoine et ses déclinaisons possibles. C'est très intéressant, dans les deux cas de figure, de rester vraiment dans la genèse et les déclinaisons. Un autre sujet qui était important, que j'aurais voulu dire tout à l'heure, c'était par rapport... Est-ce que vous préférez reprendre le pupitre, peut-être? Peut-être, oui, surtout, je verrai un peu mieux, parce que même tout à l'heure, je ne voyais rien, mais je vais faire un tout petit peu. Allez-y. Ça m'a permis aussi de reposer un peu ma gorge. Oui, ça c'est une étude que nous avons faite. J'ai créé un petit département de recherche durable au sein de mon agence il y a quelques années. Et c'est une étude que nous avons faite dans le cadre de la mission Littoral 21 pour Carole Delga. Et donc là, l'idée c'était juste, il fallait faire rapidement un rapport en étudiant tout ce qui était fait, de proposer une véritable politique de développement touristique local et basée sur les patrimoines. Évidemment, en analysant les patrimoines à la fois naturels et bâtis de la région de l'Occitanie, on est arrivé à une conclusion, on arrivait facilement à la conclusion qu'il s'agit d'un patrimoine d'une extrême diversité et richesse, et surtout possédant des sites naturels qui sont extrêmement préservés, contrairement à la Côte d'Azur, où la majorité des sites naturels étaient détruits au profit d'une urbanisation qui a massacré son territoire. L'Occitanie possède, grâce à la mission Racine, des vastes zones naturelles. Donc, en pensant à un projet de développement touristique basé, l'idée centrale de notre proposition était de partir des caractéristiques, vraiment du potentiel existant, que ce soit à la fois en matière de patrimoine naturel ou patrimoine bâti, et de développer une méthode holistique, c'est-à-dire une approche globale, à la fois économique, durable, touristique et culturelle, et de mettre en relation tous ces paramètres pour que chacun des secteurs d'intervention prenne en compte à la fois les enjeux économiques, les enjeux culturels, les enjeux touristiques, et que ce soit, combinant ces différentes approches, ces différents regards, on arrive à développer une politique qui soit vraiment cohérente pour l'ensemble et à chaque fois très riche puisque complète. Et parce qu'évidemment, s'il est juste un développement touristique détaché des objectifs culturels, c'est assez appauvrissant. Donc l'idée, c'était de faire un projet où tous les spécialistes seraient concernés par une politique commune et aussi, étant donné l'omniprésence des sites romains, donc du patrimoine romain, on s'est dit que l'identité même de la région, je vais faire très court, était basée sur ça pourrait être un fil conducteur extraordinaire, la romanité en Occitanie.
Et donc, essayer de développer une politique basée sur la mise en réseau de tous les monuments et sites romains, d'une mise en valeur, mais aussi en essayant de dépasser les simples sujets romanité. Parce que le sujet romanité, même s'il est d'une extrême richesse, il peut être n'est concerné, n'intéresser qu'une population, disons, assez restreinte. Tandis, évidemment, si on cherche à connaître des monuments romains, peut-être, la romanité, peut-être qu'on ira en Italie et pas forcément en Occitanie. Mais par contre, construire un projet de territoire basé sur une identité commune, mais en allant au-delà de ce simple sujet romanité et en pensant au développement touristique qui aurait englobé à la fois une culture contemporaine, la culture romaine et un développement touristique, on pourrait arriver, et en plus, évidemment, les qualités du patrimoine naturel, on pourrait arriver à une politique extrêmement enrichissante et qui prenne en compte les particularités de l'Occitanie. Et donc, on s'est dit que l'association, par exemple, d'un patrimoine bâti, ici, c'était le site de Front-Froide, où on pourrait partir d'un bâtiment, c'est un modèle, hein, partir d'un bâtiment bâti où il y a une grande richesse naturelle aussi, et proposer qu'il y ait des fondations d'art, des œuvres, des sites. On installe des œuvres d'artistes contemporains, des renommés, à la fois locaux et internationaux, petit à petit, et de créer tout un réseau en partant d'autres sites aussi que nous trouvons. On peut changer. Comme ici, c'est la Maguelone. On peut aussi créer par des installations très bien intégrées sur les sites, et tout en protégeant, bien sûr, les qualités, respectant les contraintes de la biodiversité et de la flore et de la faune, on pourrait installer des pavillons d'art et créer aussi des expositions, soit à ciel ouvert, soit couvertes, et faire attirer toute une population qui soit à la fois intéressée par l'art contemporain et par les patrimoines. Toujours en faisant cette alliance qui est formidable à Nîmes, des patrimoines contemporains et patrimoine ancien, et donc de faire venir à notre monde d'aujourd'hui aussi un public qui pourrait être intéressé à la fois par les patrimoines anciens, mais aussi par l'art contemporain. Et ce serait une manière d'élever les niveaux du tourisme pratiqué actuellement en Occitanie, qui est considéré comme un tourisme n'apportant pas suffisamment des retours pour la région. Mais juste pour finir, parce que c'est vraiment un survol d'une étude qui était quand même assez complexe, mais il y a des chaînes hôtelières qui sont spécialisées. Ici, je ne vais pas faire la publicité de cette chaîne hôtelière Six Sense, mais ils ont un concept assez intéressant. Et il y en a d'autres comme ça. Hein. Il y a beaucoup de chaînes de collèges qui installent des hôtels dans le respect total de la culture locale, dans des sites même protégés, dans le respect des techniques constructives locales, matériaux locaux, et toujours à proximité des sites remarquables, souvent classés patrimoine mondial de l'UNESCO, ou même ou des sites qui soient naturels ou bâtis. Et cette chaîne a comme particularité qu'elle reverse aux populations locales ou institutions locales une grande partie de ses bénéfices, ce qui permet de faire un développement
d'un tourisme de grande qualité, mais de financer aussi l'entretien des grands sites remarquables ou d'autres activités économiques ou éducatives locales. Donc ça, c'est une idée, un exemple, mais il y en a plusieurs autres chaînes hôtelières qui agissent comme qui ont des concepts similaires. Celle-ci, elle était considérée comme peut-être la plus pointue dans ce domaine, mais ce serait peut-être une idée d'associer respect du patrimoine, l'apport d'une population, disons, touristique saisonnière, mais intéressante, et qui puisse permettre la mise en valeur d'un territoire sans peser forcément sur les finances publiques. Parce que, évidemment, nous savons tous, même si depuis ce matin, toutes les expériences remarquables qui sont faites par les villes, par la région et par l'État dépensent des finances publiques, que ça sera de plus en plus difficile de faire seul ces partenariats. Et sans arriver aux avatars de la loi Elan qui va à l'encontre de toute la qualité de la création architecturale, chercher à faire des partenariats avec le secteur privé, mais un secteur privé quand même conscient et désireux de poursuivre des démarches durables, et il y en a, et même parmi les maîtres d'ouvrage, je pense que ça peut être une manière de réaliser des projets nouveaux, tout en étant un peu réaliste sur le plan économique. Merci beaucoup. Il se trouve que je connais le projet d'Oman que vous avez présenté, qui était candidat à un prix au jury duquel j'ai l'honneur d'appartenir. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'hôtel lui-même, qui est un hôtel de grand luxe, il y a une école pour les enfants du village, des villages environnants. Ce qui est évidemment hôtel de luxe et école pour les villageois est un mélange assez inattendu et très, très, très intéressant. Voilà. Quant à la mise en valeur de la modernité et de la romanité jointe, elle a touché le président du Centre des Monuments Nationaux à propos du projet Dans ces ruines que nous sommes en train de lancer non loin d'ici. Voilà, nous allons terminer ce tour d'horizon à Aix-en-Provence et je donne tout de suite la parole à Madame Sicard-Desnuel. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous présenter des excuses. Je viens de l'autre côté du Rhône. Et quand on se rend compte ce matin l'énorme travail qui a été fait à Nîmes et dans toute l'Occitanie, je suis particulièrement admirative. La deuxième chose, je voudrais dire un grand merci. Je viens d'un autre monde, tout à fait différent, puisque je faisais de la chirurgie cardiaque. Et tout d'un coup, j'ai rencontré des personnalités exceptionnelles. Yves Dauge, Martha Malgy, et aussi Marie-Lise et Jean-Michel, pardon. Et finalement, vous m'avez fait confiance. Vous m'avez attiré dans votre commission nationale. Vous m'avez attiré dans votre association. Et je vous dis un grand merci parce que vraiment, je suis très, très, très heureuse de travailler aujourd'hui avec vous. Alors, si je suis là ce soir, c'est que je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter comment la ville d'Aix-en-Provence, de ville classique du XVIIIe, est arrivée tranquillement et sans heurts à rentrer dans la modernité. Alors pour beaucoup, Aix-en-Provence, c'est la ville de l'art de la mise en scène. Et en fait, quand vous voyez cette majestueuse fontaine de la Rotonde qui a été construite au XIXe siècle, mais qui va très bien avec la ville classique et le cours Mirabeau derrière, dans l'axe de Sainte-Victoire, on comprend déjà qu'au XIXe siècle, Aix avait compris comment entrer déjà dans cette modernité. Et aujourd'hui, on s'est servi de cette fontaine pour faire le lien non seulement avec les nouveaux quartiers,
mais aussi avec tous les équipements culturels. Alors, patrimoine et modernité, c'est vrai que ça peut sembler un paradoxe. Mais quand on se rend compte de la beauté de l'hôtel de Caumont, centre d'art, qui a été construit au XVIIIe, et maintenant du centre culturel de l'Arena, on se dit qu'à Aix, ces deux concepts, en fait, vivent très bien ensemble. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons la volonté de nous appuyer sur l'excellence du passé pour créer l'avenir. Il n'y a jamais de rupture. À gauche, grâce à Alphonse Halt, qui est un artiste contemporain qui fait des photographies magnifiques. Du reste, l'année dernière, nous avons fait une exposition. Il nous a photographié ces deux pavillons. Pavillon de Vendôme, folie du XVIIIe, où le duc de Vendôme abrita ses amours avec Lucrèce, la belle du Canet. Il faut dire qu'il était marié avec la nièce de Mazarin, qui n'était pas très jolie. Et ensuite, à côté, nous avons... Et ensuite, à côté, nous avons le magnifique pavillon de Rudy Ricciotti, pavillon noir, pavillon de la danse. En fait, quand on réfléchit, même forme, même volume et même volonté d'innover à chaque époque. Alors c'est vrai, à Aix, on a une lourde histoire. On a un héritage énorme. On est la deuxième ville de France après Paris au niveau du nombre des monuments classés. 155 monuments classés dans 72 hectares du secteur sauvegardé. Nous sommes la première ville des Bouches-du-Rhône, bien sûr, au niveau des monuments classés. Il faut savoir qu'il y a 57 hôtels particuliers classés et 10 fontaines. C'est une grande chance parce que cela donne une grande unité à la ville. Bien sûr, à Aix, le patrimoine, qu'il soit monumental ou muséal, est source d'inspiration. Quand on parle de patrimoine, je suis convaincue qu'il faut parler de tous les patrimoines. Et voici Sainte-Victoire, qui veille sur la ville, avec ses paysages absolument magnifiques. Sainte-Victoire, c'est vraiment la bonne fée de notre ville. À côté des paysages naturels et du patrimoine naturel, le patrimoine urbain dans sa totalité est, je pense, à Aix, quelque chose d'extraordinaire. Sur cette slide, je voudrais vous montrer la beauté de la 5e façade. Et en fait, il y a une grande cohérence dans toute la ville. Alors aujourd'hui, la modernité est rentrée dans la ville, tout en préservant le témoignage de tous les siècles. Le nouveau quartier de Sextius-Mirabeau, qui représente quand même 20 hectares, à côté des 72 du secteur sauvegardé, par le fait qu'on a employé les mêmes formes, des volumes à peu près identiques, et les toits en tuiles, s'intègrent particulièrement bien à notre ville. De notre côté, tout le patrimoine industriel, nous l'avons retransformé en patrimoine culturel. Dans la bibliothèque Méjeanne, qui est ici, nous avons la chance d'avoir à la fois le fonds Saint-Jean-de-Perse et le fonds Camus. Alors en fait, cet urbanisme est cohérent et réfléchi. Pourquoi ? Dans la ville d'Aix-en-Provence, il y a 40 fontaines. Et toutes les fois que nous créons un nouveau quartier, nous faisons un lien avec une fontaine. En fait, cette fontaine sert de lien. Et il y en a eu des fontaines qui ont été construites à toutes les époques. Voilà les fontaines dans les quartiers plus modernes, qui permettent aussi toujours d'apporter du lien dans la ville. Alors, ce qui est important, c'est que même aujourd'hui, l'urbanisme a su maintenir l'unité.
Je suis convaincue que l'espace public est intégrateur de tous les quartiers, parce que les gens s'y mélangent, les citoyens s'y retrouvent, la place est quelque chose de très important dans l'urbanisme. Et Aix-en-Provence, qui en 1945 avait 45 000 habitants, se retrouve aujourd'hui avec une population 3 fois plus grande, 150 000. Et la plupart du temps, les gens qui sont venus à Aix il y a une vingtaine ou une trentaine d'années disent, et ça c'est un énorme compliment, cette ville n'a pas changé, au contraire, elle s'est embellie. Alors cette cohérence, elle vient aussi d'une mixité fonctionnelle. Au premier plan, nous avons l'hôpital Montpellier, et puis la gare routière, le quartier Sexus-Mirabeau, et plus loin, la ville historique. Il faut bien se rendre compte qu'à chaque époque a eu sa propre modernité. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis obligée de saluer la magnifique réussite de ce musée de la modernité, de la romanité, pardon. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Ce musée de la romanité dans lequel la ville de Nîmes nous accueille, parce qu'en fait, Aix-en-Provence a été, et je m'en excuse encore une fois, la première ville romaine en Gaule. Alors, on a découvert un théâtre antique il y a une dizaine d'années. Bon, on n'a pas encore eu les moyens et je compte bien sur M. Belleval pour plaider notre cause auprès de l'État pour que nous puissions, vous voyez, de ces quelques ruines, en faire un musée aussi beau que celui dans lequel on va se promener tout à l'heure. Le Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que Aix a été capitale de la Provence. Aix a été siège du Parlement de Provence. Aix, il y avait le palais comtal. Donc obligatoirement, Aix a quelques vestiges de ce temps-là, la tour Tourluc, le cloître, mais surtout, dans la grande dynamique de réhabilitation de la ville d'Aix, nous avons fait depuis 2 ans des fouilles sous le palais comtal. Alors c'est au milieu de la ville, c'est compliqué, tous les Aixois disent « Mon Dieu, que de travaux !» Alors moi je leur réponds, écoutez, quand on a construit le cours Mirabeau, quand on a fait le quartier Mazarin, je pense que déjà les Aixois se sont plaints en disant oh, « Que de travaux !» Mais finalement, voilà le projet tel qu'il sort de terre aujourd'hui. Nous avons une équipe avec Diaz, qui est une équipe de Montpellier, qui nous accompagne sur ce dossier. Sur la gauche, vous voyez une petite image qui a été faite d'un tableau de Constantin qui vous montre ce qu'était cette place quand il y avait le palais comtal. Et derrière le palais de justice, il y avait la prison. Déjà, un grand signe de modernité. Nous avons réhabilité pour en faire le tribunal, la cour d'appel. Chaque époque a eu sa modernité. Gaston Castel, Fernand Pouillon, René Hégère, Boët et Sardou, Héguer et Pouillon. Le phare de la modernité sur la ville, et qui nous montre bien que Aix est tournée vers l'avenir, c'est 1973, Victor Vasarely, qui tombe amoureux d'une colline en face de Sainte-Victoire et qui décide de créer son centre architectonique et sa fondation. C'est le seul lieu au monde où la même personne a créé le centre et a créé les œuvres qui sont dedans. Alors par chance, on arrive à la fin de la réhabilitation et en 2019, je vous invite tous, parce qu'en écho à la magnifique exposition qui aura lieu à Beaubourg, nous allons réouvrir le centre Vasarely. Alors, ce qui est particulièrement dynamique et moderne dans notre ville, c'est que juste en bordure du secteur sauvegardé, à côté de la Rotonde, nous avons créé le plus grand centre culturel d'Europe avec 4 bâtiments phares qui permettent, qu'on appelle le Forum des Arts. Alors, vous allez les voir de façon séparée, mais vous voyez déjà, alors on a pris des grands noms de l'architecture, Vittorio Gregotti
pour le Grand Théâtre de Provence, Kango Kuma pour le conservatoire, et ensuite Rudy Ricciotti pour le centre de danse. Alors, le centre de danse, que je vous montrais tout à l'heure, le pavillon noir, Rudy Ricciotti. Le Grand Théâtre de Provence, en hommage à Sainte-Victoire, avec le Festival de Pâques. Le conservatoire, Kango Kuma. Alors, on a eu beaucoup de chance, parce que finalement, Renaud Capuçon est tombé amoureux à la fois du Grand Théâtre de Provence et du conservatoire. Et il y a 5 ans, il a créé un festival qui est maintenant parmi les plus grands festivals de musique classique, j'allais dire de France, mais j'irais peut-être même jusqu'à dire d'Europe. Là, ça, c'est la réhabilitation de la cité, en fait, de l'usine des allumettes, dans laquelle on a fait la bibliothèque Méjeanne. Donc, ça a été la réinterprétation de bâtiments industriels qui fait partie, justement, de ce Forum des Arts. Tout autour d'Aix, il y a eu aussi une réflexion pour intégrer le patrimoine moderne dans la nature. Là, nous sommes à Château-Lacoste, c'est à 5 km d'Aix-en-Provence, où en fait, il y avait une très belle bastide, et on a fait un parcours de 1h30 dans lequel les plus grands artistes contemporains se sont joints. Alors là, vous avez Louise Bourgeois, vous avez le bâtiment qui a été fait par Taekwondo à côté, vous avez Franck Guéry, vous avez Jean Nouvel qui a fait le chai, et là, au milieu des amandiers, des vignes et des oliviers, vous pouvez vous promener au milieu d'un parcours d'art contemporain. Là, c'est les allées provençales qui permettent le lien entre la ville historique et la ville moderne. Apple s'est installé carrément sur la place de la Rotonde. Naturellement, vous imaginez, il y a eu déjà beaucoup d'Aixois qui ont dit c'est pas possible, on ne va pas mettre Apple au milieu du centre historique, la Rotonde, etc. Finalement, on a été extrêmement exigeant, on a demandé beaucoup de transparence, on a demandé des bâtiments de qualité, et maintenant c'est un lieu qui est extrêmement privilégié par les Aixois. Pardon. Alors, Aix est une ville universitaire, Aix est une ville jeune, Aix est une ville de justice. Donc, nous avons un nouveau campus avec mon amie l'architecte Corinne Vezzoni, que je tiens à féliciter parce qu'elle a fait un travail absolument remarquable. Et maintenant, nous avons aussi, qui est presque terminée, une salle des musiques actuelle avec Ricciotti et Battesti comme architectes, où en fait, ils ont voulu faire une deuxième Sainte-Victoire à l'Est. Vous verrez quand c'est fini, ça sera magnifique. Et nous avons le nouveau aussi tribunal de grande instance, qui est aussi dans la ville historique, mais qui finalement est totalement, grâce à l'architecte Barani, très moderne. D'autres réalisations qui servent à tous les Aixois, du Tilleul, la gare TGV, la gare routière, la maison des arts martiaux et l'Arena. Ville universitaire, on a refait complètement la faculté de lettres avec une bibliothèque avec Nicolas Michelin. Le plan campus, on a pu y adhérer, on a eu beaucoup de chance. Il faut dire qu'Aix-en-Provence, c'est 150 000 habitants et en plus, 75 000 étudiants. Donc ça donne d'emblée une modernité et une jeunesse dans la ville. Alors, cet espace et ce patrimoine, ce qui est extraordinaire, c'est que les Aixois se l'approprient. Et nous avons refait, j'ai la chance d'être l'adjointe à la culture depuis 2001. Depuis 2001, on a refait 220 façades. Donc la ville s'est complètement transformée. Mais quelle plus belle récompense quand le cours Mirabeau, dont on a refait tous les hôtels particuliers, sert d'écrin à la manifestation Parade, qui est le début du Festival international d'art lyrique, où tous les Aixois sont invités gratuitement. Vous avez 10 000 Aixois qui sont là sur le cours Mirabeau, des retransmissions par grand écran. C'est le début du festival. Les Aixois s'approprient leur patrimoine. Beaucoup d'acteurs dans la ville. Je
vais aller plus vite. Mythorage, Nicolas Lavarenne, l'art contemporain qui est partagé aussi. C'est-à-dire quand on fait une réhabilitation, on demande à un artiste de faire une œuvre. Là, on a réhabilité la Cité Besson. On a demandé à Jean-Michel Autoniel d'avoir un regard patrimonial et il nous a fait la Rose des Vents. Ce qui est intéressant, c'est le mélange des genres. Dans le jardin du pavillon Vendôme, on n'est pas du tout troublé de mettre des arts numériques. On se sert des nouvelles technologies, aussi bien sur la Madeleine que sur le conservatoire. On fait du mapping. Des événements éphémères dans la ville, création visuelle sur le Forum des Arts, ou le SMART, qui est le Salon des Arts Contemporains, dans un des parcs de la ville, qui est une semaine au printemps. Ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine bouge. Et en fait, le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, c'est l'écrin dans lequel les Aixois vivent, avec musique et fontaine. Je ne peux pas ne pas parler de ce joyau qui est devenu l'hôtel de Caumont. L'hôtel de Caumont, centre d'art du XVIIIe siècle, je sais que la ville de Nîmes travaille aussi avec Culture Espace. On l'a restauré. Ce qui est formidable, c'est que maintenant, à l'intérieur, il y a des expositions. Nous avons eu l'année dernière Picasso dialogue avec Botero, ensuite Nicolas de Staël, et maintenant je vous invite à venir voir Chagall. Le musée Granet n'est pas en reste. Après les 450 000 visiteurs de Cézanne en Provence, maintenant, cet hiver, nous avons eu Picasso Picabia, et cet été, c'est Fabienne Verdier. Tous nos musées ont été complètement rénovés et sont devenus des musées aussi innovants et connectés. Alors, ce qui m'intéresse à Aix, c'est que quand on restaure le patrimoine, il sert à quelque chose. Ça, c'est le palais de l'Archevêché qui sert pour le Festival international d'art lyrique, le Festival de Pâques. La musique est tout le temps avec musique dans la rue. Là, nous sommes dans la cour de l'hôtel de ville. On a restauré le plus bel hôtel du cours Mirabeau, l'hôtel Morel de Poncevès. C'est devenu le tribunal de commerce. Devant la façade de Sciences Po, très souvent des manifestations avec le ballet Prégelocage. Le carnaval et aussi Cé-Sud, un week-end où les enfants s'approprient la ville et sont les créateurs de la ville de demain. Les étudiants ont beaucoup de chance. À gauche, c'est l'Institut de gestion. À droite, l'Institut pour étudiants étrangers. Tous les deux dans du patrimoine rénové. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, les dialogues sont toujours possibles. C'est-à-dire que là, vous avez le pavillon Vendôme qui discute avec l'école d'art qui a été construite dans ces jardins. Là, la Cité du Livre tend la main au pavillon noir. Et là, la Fondation Vasarely murmure des mots de tendresse à la Bastide du Jas. Je conclus. Oui, si vous voulez qu'on voit le film. Oui. Alors, les deux peintres, c'est les deux derniers diapos. Les deux peintres qui sont les deux peintres de la modernité ne s'y sont pas trompés, puisque Cézanne a travaillé au Jas de Bouffan, Bastide du XVIIe, et que Picasso a acheté le château du Vauvenargues en disant « J'ai acheté la Sainte-Victoire à Cannevillers. » Ah oui, laquelle? La vraie. Voilà, alors ça c'est les expositions, donc on va passer un peu vite si on m'entend. Quand même, la chapelle des Pénitents Blancs, on a eu la chance d'avoir les 300 tableaux modernes de la collection Planck. Et demain, nous allons ouvrir le musée Picasso avec les 600 tableaux que va nous laisser la fille de Jacqueline Hutin. Alors, ce petit poutis sur son dauphin, pour vous dire, venez à Aix-en-Provence, qui bien qu'elle ne soit que la 23e ville de France,
est la 3e ville la plus attractive et la 5e ville préférée des Français. Merci. Merci. Merci de nous avoir fait comprendre les raisons de ce classement de cœur. Voilà. Voilà. Alors, Vous souhaitiez rapidement, qu'on voit j'ai un petit film deux, très rapide, 2 minutes, parce un qu'après, petit je film. voudrais qu'on ait un Et je temps veux de remercier questions-réponses. les équipes avec qui je travaille, qui ont préparé ce film pour montrer comment Aix-en-Provence est rentré dans la modernité. Merci. Le choix va être difficile. Rester à Nîmes, filer à Aix-en-Provence. Et pour Saint-Esprit, évidemment, au passage. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste une dizaine de minutes avant la conclusion. Est-ce qu'il y a des questions aux différents intervenants que je remercie tous? La première question est toujours oui, Madame Le Cossois. C'était une question, mais également une vraie curiosité sur, alors remercier évidemment l'ensemble des témoignages, comme à chaque fois, c'est toujours très précieux, mais notamment, et saluer le départ de Yves. Allez, Yves. Dis-nous au revoir. Au revoir. À monsieur l'architecte qui a conduit, me semble-t-il, une expérience extrêmement intéressante dont vous avez témoigné, notamment, moi j'ai trouvé très intéressant, et je crois que monsieur Bellaval a noté des mots de vocabulaire. Je le soupçonne volontiers d'avoir été très intéressé par ce vocable-là, parce que vous avez apporté dans votre présentation une dimension très humaine et très historienne pour le coup. Parce que rappeler, c'est un mot qu'on a peu entendu paradoxalement aujourd'hui, mais je le trouve dans la démarche que vous avez présentée de cette histoire du mot qui désignait la chose par rapport à l'architecture et à la construction de l'habitat, enfin d'un outil industriel, et qui, tout en gardant le même mot, change d'usage. Et j'ai trouvé que cette appréhension en tant qu'architecte, mais bien au-delà, parce que c'est presque philosophique hein, comme démarche, enfin, moi je l'intègre comme ça. Est-ce que dans le cadre de ce travail, vous avez écrit un petit abécédaire? Est-ce que dans le prolongement de votre travail architectural avec la ville, vous avez conduit autour de l'architecture et de ces mots une appropriation ou un lexique ou un abécédaire? Est-ce qu'il y a un prolongement de cette démarche? Oui, ça marche. Oui, à l'intérieur du centre d'interprétation, il y a qui est pilotée par une jeune directrice qui s'est emparée du sujet. Et effectivement, il va y avoir toute une explicitation, toute une sorte de lexicologie de tous les termes spécifiques à cette forme d'architecture et d'urbanisme, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine, parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait exprès, c'est la cité où est tourné Bienvenue chez les Ch'tis. Donc c'est une cité qui évidemment est connotée un peu différemment, mais qui en fait est simplement l'une des toutes premières cités, on pense que c'est la première, mais qui soit restée debout. Et il y a tout un vocabulaire, évidemment, tout un parler minier, en quelque sorte, qui décrit aussi bien des installations industrielles qui, elles, pour l'heure, à l'époque, étaient nouvelles, mais aussi un patrimoine bâti qui correspondait à des usages qui, dans certains cas, ont disparu. Mais je dirais qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on réinvente, non pas l'eau chaude, mais on réinvente un peu tout. Enfin, on réinvente, c'est le terme consacré maintenant. On réinvente simplement, on renoue avec des pratiques plus anciennes. On réinvente rien du tout, en fait. On renoue avec des pratiques anciennes. Et je pense qu'il faut arrêter de se raconter qu'on invente des choses nouvelles, parce qu'en fait, ces choses existaient à une époque. Elles ont été simplement éradiquées par toute une période moderne, par des modes de consommer, des modes de produire totalement différents. Mais évidemment, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je pense, à la fois en matière environnementale et en termes de ressources, eh bien, on est évidemment obligé de reconsidérer tout ça. Et cette notion d'économie, et d'économie de moyens, d'économie de matière,
c'est une notion fondamentale dans les siècles qui nous ont précédés. On l'a un peu oubliée, un peu vite, et maintenant on va être obligé de la réapprendre. Et donc, pour cela, le passé est un fantastique réservoir pour bâtir le futur. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, et je pense dans notre manière de penser les choses, nous architectes, mais ça vaut dans tous les domaines, je pense. Même si la science, il y a tout ce qu'on appelle le biomimétisme, mais il y a aussi toute la paléo-histoire, la paléo-histoire sur les matériaux. On s'est rendu compte, par exemple, puisqu'on est dans le musée de la Romanité, que les Romains avaient su créer des bétons qui ont une durée de vie supérieure aux bétons qu'on utilise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient utilisé, par exemple, des cendres volcaniques qu'ils mélangeaient à d'autres produits. Et ça, c'est les fantastiques découvertes de l'archéologie scientifique qui se développe, qui d'un seul coup braque des projecteurs sur des questions et des procédés qu'on avait un peu vite enterrés ou imaginés finalement datant de périodes révolues. Et en fait, l'histoire là, inspire la science d'aujourd'hui, celle au plus haut niveau. Donc je pense que c'est dans le domaine architectural, c'est aussi une filière pour penser l'architecture, la penser autrement et la penser durable, et non pas juste durable comme un adjectif qu'on accole un peu à tout, à tort et à travers, mais réellement, c'est-à-dire en s'inscrivant dans une veine, pour reprendre le terme du bassin minier, dans une veine profonde. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Bien. Merci. L'heure est à la conclusion, Monsieur le Président. Bien, écoutez, moi, je n'ai pas prévu, puisque conclure, ce serait résumer, et résumer, ce serait une erreur, d'une journée qui, me semble-t-il, a été riche, intense, diverse. On a même assisté, dans la dernière partie, à un match entre régions. Vous n'avez pas traversé le Rhône pour rien. Vous allez repartir avec beaucoup d'envie pour ceux qui sont en Occitanie, mais qui ont aussi des qualités. Alors moi, ce que j'en retiendrai sur la dernière table ronde, partie de l'après-midi, c'est une nouvelle fois l'affirmation de la modernité du patrimoine et l'affirmation de l'usage du patrimoine. Le patrimoine a toujours été conçu en fonction de l'état de la société à un moment donné pour la vie. Il n'a pas été conçu pour être simplement admiré. Et rien ne serait pire que de concevoir le patrimoine comme un patrimoine mort. D'où la difficulté, parfois d'ailleurs, d'inventer des usages ou de faire accepter des usages. Le président Bélaval le sait bien, les difficultés qu'il y a parfois à obtenir que dans certains monuments, certains établissements qui sont devenus vides ou qui le sont restés depuis longtemps, on réintroduise la vie et que parfois on puisse accepter de bouger quelques pierres pour y réintroduire l'activité. Mais je pense que cette journée a une nouvelle fois fait apparaître la dimension du patrimoine dans la vie de la cité. Ce patrimoine, c'est d'abord pour ceux qui vivent la cité. Vivre une cité dans laquelle le patrimoine est éloquent. J'entendais, pas répondu ce matin, mais avec un peu de tristesse, le président du parc régional disant « Moi, je suis le président des cités moches ». C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir parfois des cités qui sont des cités sur lesquelles la main de l'architecte est passée il y a quelques dizaines, centaines, milliers d'années. Bref, moi je crois que nous allons poursuivre notre mission, les associations. Et je veux remercier les élus d'ailleurs qui ont su en 15 ou 20 ans créer dans chacune de nos villes des services du patrimoine qui sont de grande qualité, très professionnalisés, et auxquels aujourd'hui on se rend compte qu'il faut accorder une mission qui va au-delà du patrimoine lui-même, c'est-à-dire l'entrée dans la vie économique du territoire. Moi j'en appelle vraiment très, très, très fortement, c'est la leçon que nous en tirons,
à ce que tous les acteurs sur un territoire donné, qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la vie de la cité, du patrimoine et de son économie, travaillent ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Le travail en silo qui nous a tant marqué, qui consiste pour chacun à travailler dans son domaine sans regarder ce qui se passe dans l'autre, est un travail bâclé, est un travail qui est conduit seulement pour partie, un travail en tout cas qui rate le but et la prospection, la projective. Nous avons besoin de mettre en synergie tous ceux qui sont sur le même type d'activité. Et je pense à cette activité qui est l'économie touristique. Ne croyez pas que je fasse une obsession sur l'économie touristique. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est l'une des cartes que nous pouvons jouer, et notamment en France. Et quand on parle d'un secteur de l'activité qui représente 8% de la richesse nationale, et quand on sait que c'est le patrimoine qui le motive largement, on ne peut que réfléchir, agir et chercher à comprendre comment le visiteur vient découvrir ce magnifique monument, celui-là ou un autre. Je le répète, on a dit ce matin, une nouvelle fois, 80 millions de touristes étrangers, nous sommes la première destination, nous sommes encore la première destination, avec une perspective de 100 millions, mais rien ne nous dit que c'est gagné. Rien. Parce que la compétition, la concurrence est vive. Et nous ne devons pas oublier nos concitoyens français, qui représentent quand même le gros de la troupe, mais qui ont tendance à se retirer au profit de quelques pays voisins. Encore une fois, ce n'est pas le Mont-Saint-Michel qui intéresse fortement le président Bélaval, qui nous mobilise. Mont-Saint-Michel, on s'interroge, savoir comment on va pouvoir accueillir les visiteurs qui viennent. À l'Arc de Triomphe aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 10, les 15, les 20% de visites en plus qui nous permettent de sauver un hôtel, un musée, un monument qui est en difficulté parce que la fréquentation y est insuffisante et que l'on pourrait relativement facilement en augmenter la fréquentation. Une fréquentation qui augmente de 5% par an, au bout de 10 ou de 15 ans, vous voyez, vous imaginez, vous faites le calcul de ce que c'est. Voilà, autrement dit, au-delà de la passion que nous avons les uns les autres pour le patrimoine, son inscription dans la modernité, son usage, il y a cette volonté de développement économique qui caractérise toutes les équipes municipales. D'ailleurs, nous savons bien que dans une ville, quelle qu'elle soit, même à Aix, lorsqu'on présente un projet culturel, il y a toujours soit le maire, soit l'adjoint qui explique au conseil municipal que ce projet n'est pas qu'un projet culturel, mais qu'il a aussi des conséquences économiques et que donc les plus réfractaires doivent suivre parce que c'est l'avenir de la ville qui est en jeu, et c'est vrai. Voilà. Donc nous aurons, nous, cité un congrès. Pourquoi a-t-il lieu dans la ville dans laquelle il se déroulera? Je n'en sais rien. Peut-être parce que c'est les 20 ans de l'association à Figeac au mois de mai. Vous y êtes largement invités. Vous verrez, ça a été évoqué ce matin, là aussi, on a une ville qui est une petite ville qui est située à 2 heures de route de la métropole régionale, qui n'a pas de LGV, qui n'a pas de terrain d'aéroport, qui est dans les contreforts du Massif central et qui est riche d'un patrimoine de grande qualité qui traverse toutes les époques, avec un homme qui en a fait la gloire, c'est Champollion. Mais ce patrimoine, le développement du patrimoine, l'attrait du patrimoine, la qualité du site a été favorable au développement économique sur le plan industriel. Et en 20 ans, les 20 dernières années, le nombre d'emplois industriels a plus que doublé dans cette petite ville de province de 10 000 habitants. L'emploi industriel a plus que doublé dans le domaine essentiellement de l'aéronautique, qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu, dans la classification de ces jours derniers, un territoire industriel. Le territoire industriel
a réussi parce qu'il y avait des hommes, il a réussi aussi parce qu'il y avait du patrimoine. Je suis convaincu que les entreprises qui se sont développées n'auraient pas pu le faire compte tenu de la situation géographique. S'il n'y avait pas eu l'environnement et le patrimoine, nous devons également y penser. Voilà, bon retour dans vos foyers, en espérant que vous pourrez circuler normalement. Et Madame le maire, merci de nous avoir accueillis à Nîmes. Remercie encore Monsieur le maire. Et dites-lui combien nous souhaitons que ce que vous avez fait vous conduise au patrimoine de l'humanité. Yves Dauge sera votre avocat. Merci, Président. Juste quelques mots pour vous remercier tous. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir à Nîmes et dans ce musée de la Romanité. Merci au service de l'Office de tourisme, merci au service de la ville. Si vous voulez bien maintenant, après tous ces remerciements, merci bien sûr au service de Cité. Merci, Président. On va visiter le musée. Si Madame de Portzamparc, Elisabeth, si tu veux nous accompagner, ça sera avec plaisir. Je crois que tu nous diras des choses encore très intéressantes. Donc, pour ceux qui ont le temps et qui veulent bien visiter le musée, je vous attends. On vous attend. À tout de suite et merci encore.